Bonjour, merci pour l'invitation. Je vais parler en français et c'est traduit, donc c'est magnifique. Je viens parce qu'effectivement j'ai écrit ce petit livre chez Tribu Architecture. J'ai 5 exemplaires qui seront pour les plus pressés à la fin à disposition, et pour ceux qui savent lire en français, j'ai pile 20 minutes, donc ça va aller très très vite. J'ai appelé cette présentation « L'architecture ou la mort », en faisant référence au livre de 1973 de René Dumont qui s'est présenté à la présidentielle française, « L'utopie ou la mort », parce que l'architecture, c'est rien d'autre que l'écologie. Écologie, ça vient de oikos et logos. Oikos, c'est l'habitat, donc la science de l'habitat, et c'est ce que nous faisons tous les jours. Dans ce livre, nous parlons dans la première partie de l'hubris, c'est-à-dire la démesure, qui qualifie le mieux la situation de la planète actuellement, de l'humus, qui va venir, c'est-à-dire les solutions que l'on a à disposition pour répondre à cette problématique, et de cultura, cultura étant le dernier des chapitres, qui montre qu'avec la situation de la planète et avec les solutions que nous avons, on ne s'en sortira pas que si on n'a pas un changement de culture du bâti, mais certainement de culture sociétale, c'est-à-dire la façon dont notre société fonctionne. Humus, cultura, et le début de l'intervention. Tout ça est décompté de mes 20 minutes, n'est-ce pas ? Ce qu'il faut savoir sur l'état de la planète, qui me semble important de préciser, c'est 2-3 aspects qui permettent de comprendre pourquoi il ne faut pas continuer de penser comme on pense, et donc qu'il faut changer de culture. Ça commence par la compréhension que les problèmes climatiques, c'est ce qu'on ne voit pas encore, les problèmes climatiques ne sont pas les premiers problèmes écologiques auxquels nous sommes confrontés dans le monde. Les limites planétaires, c'est-à-dire la capacité de la Terre à absorber nos comportements humains, c'est des problèmes climatiques, mais c'est aussi beaucoup des problèmes de biodiversité, tout ça vous les connaissez, du phosphore, du cycle du phosphore et du cycle de l'azote, où les limites planétaires sont très largement dépassées. Donc le climat n'est de loin pas le seul problème. Oula, il se passe des choses là. Non, pardon. Deuxième aspect, nous sommes drogués à l'énergie. C'est-à-dire que si on regarde un petit peu l'évolution de nos consommations d'énergie, la transition énergétique ou la transition écologique n'a jamais eu lieu. Donc ce que nous devons faire aujourd'hui, c'est quelque chose que nous n'avons jamais été capables de faire. Et que, si on regarde la courbe, à l'échelle du monde, le mix énergétique mondial, c'est-à-dire la consommation dont nous avons besoin, la consommation d'énergie primaire, c'est 88% d'énergie fossile. Donc, on est vraiment très embêté. Les énergies renouvelables, c'est 3%. On peut croire qu'on va y arriver, il faut y croire, mais ça va être très compliqué. Cette consommation d'énergie fossile a un gros impact, vous le savez, sur l'évolution des températures. Je ne vais pas revenir là-dessus, c'est quelque chose de très connu. Donc, je vous dis juste que les phénomènes auxquels on peut s'attendre vont être beaucoup plus fréquents et beaucoup plus graves. Et puis, quand on analyse notre situation de Suisse dans ce contexte-là, eh bien, les émissions de gaz à effet de serre sont très différentes des autres pays. Nous, les Suisses, nous n'émettons pas les mêmes quantités de CO2 que les Bangladais, les Mauritaniens et les Qataris. Ce qu'on peut voir sur ce graphique, c'est qu'en bleu, nous avons ce qui concerne le territoire, c'est-à-dire où nous devons faire une révolution. Mais c'est une minorité de nos émissions de gaz à effet de serre. Une grande partie, particulièrement pour les Suisses, derrière les Norvégiens, mais sinon on est pratiquement les champions du monde, c'est l'aviation. Nous utilisons trop l'avion. Ensuite, nous émettons beaucoup de CO2 à l'étranger, c'est-à-dire en dehors du territoire suisse. Donc nous, les architectes, nous ne sommes qu'une partie infime, une petite partie de nos émissions de gaz à effet de serre. Donc il faut agir en Suisse, mais il faut aussi agir de façon plus globale à l'extérieur, parce qu'une bonne partie de nos émissions, elles sont faites en Chine et ailleurs dans le monde.
l'UDC, pendant la campagne sur la loi sur le CO2, disait « Mais regardez, on s'améliore tout le temps. Le bleu diminue. » Oui, mais l'ensemble augmente. Et puis, il y a une autre particularité toute helvétique, c'est que comme 25% de toute la fortune du monde est gérée par la Suisse, eh bien, voilà l'ensemble des émissions émises indirectement par les Suisses via le secteur financier. Ça, c'est tiré du rapport du Conseil fédéral Environnement Suisse 2018, que je vous invite à lire, et ça, c'est nos 130 mégatonnes. Quand on parle de neutralité carbone, il faut juste savoir que c'est moins 96%. Il faut diviser par 23 si nos émissions de gaz à effet de serre d'ici 2050. Donc on peut dire 2030, mais de quoi parle-t-on? Si on parle de nos 130 mégatonnes, si vous imaginez 0 voiture et avoir isolé 100% de nos bâtiments, c'est encore la deuxième colonne, c'est-à-dire 13%. Et si vous interdisez l'avion, ou presque, eh bien, c'est moins 32%. Donc il y a encore un gros travail pour arriver au moins 96%. Autre problème, la biodiversité. Vous connaissez aujourd'hui, vous savez que nous vivons la 6e extinction de masse. C'est une situation qui est extrêmement grave. Je passe les détails, mais sachez que sur l'ensemble des mammifères vivants sur Terre, 60% c'est des ressources pour les humains, 36% c'est des humains eux-mêmes, et il y a 4% de vie sauvage. Et si on compare à l'ensemble des vertébrés, c'est-à-dire qu'on y met les poissons, on y met les oiseaux, c'est 3% du poids. Ce qui veut dire qu'on est dans une situation où il n'y a plus que nous sur Terre. Ça, c'est valable pour l'ensemble des ressources. Nous vivons aujourd'hui l'Anthropocène, qui est cette ère que les géologues ont donnée à notre situation. Et cette ère, ils l'ont appelée la grande accélération. Toutes les ressources que nous utilisons aujourd'hui, c'est des ressources que nous utilisons de façon exponentielle. Toujours plus de ressources, que ce soit des énergies ou des ressources comme le phosphore, des terres rares, etc. Ce qui fait dire aux géologues que l'Anthropocène, c'est la grande accélération. C'est aussi valable pour la démographie. On est toujours plus nombreux. Il y a 250 000 humains de plus par jour actuellement. Mais le problème, c'est que ces humains, ils ne consomment pas les mêmes quantités de gaz à effet de serre et leur impact écologique, au sens plus large, est très différent que l'on vive en Suisse ou que l'on vive en Mauritanie. La Suisse, c'est 2,8 planètes qui sont nécessaires pour que tout le monde puisse vivre comme un Suisse aujourd'hui, mais le Yémen, c'est 0,4 planètes, donc le modèle existe. Autre problématique, c'est qu'à l'intérieur même d'un pays, c'est ce qu'on voit par exemple au milieu avec les États-Unis, entre les 10% les plus riches des États-Unis qui émettent 84 tonnes par année et les 10% les plus riches qui émettent 3,6 tonnes, il y a une très grande différence. Et ça montre qu'il y a une très grande corrélation entre les émissions de gaz à effet de serre et la richesse, la production de richesse. Ce qui veut dire que si vous voulez régler ce problème, il va falloir s'attaquer à des questions qui ne sont pas celles de l'architecture ou du territoire, mais bien de nos modes de vie qui concernent le territoire, mais c'est avant tout sur les modes de vie qu'il faut agir. Je suis à 6,1 tonnes. Ce qu'il faut savoir, c'est que le monde fonctionne de façon très complexe et que ça a été théorisé, comme j'ai très peu de temps, je ne vais pas intervenir là-dessus, mais sachez que tous ces modèles ont été définis et imaginés et mis dans un programme informatique qui s'appelle World 3 par l'équipe du MIT qui s'appelait le Meadows-Randers et qui ont développé ce fameux rapport en 1972 dans la première version qui s'appelait Halte à la croissance ou bien plutôt qui s'appelait, je ne l'ai plus en tête, qui s'appelait les limites à la croissance dans un monde fini. Merci. Et ce rapport permettait de montrer que tout est lié. Si vous travaillez sur la démographie, eh bien, il y aura un impact sur l'ensemble des ressources. Si vous travaillez sur certaines ressources, sur l'énergie, tout ça va avoir un impact les unes sur les autres. Et ils ont développé plein de modèles en 1972 avec les risques qui sont mis en place. Je vais passer les théories sur l'effondrement des civilisations. Mais en gros, ils ont pu vérifier en 2004
que de tous les modèles qu'ils ont imaginés en 1972, celui que nous suivions aujourd'hui, c'est celui qu'ils avaient appelé en 1972 « business as usual ». Et depuis, on a inventé le développement durable. Si. Cet anthropocène, il a une marque sur le territoire, et je vous invite à voir ce film documentaire qui s'appelle Manufactured Landscape, qui fait le tour finalement de tout ce qu'on ne voit plus, ou de tout ce qu'on ne veut pas voir en tant qu'occidentaux. Mais en gros, ça, ce sont des images pas travaillées d'un photographe qui est allé voir un petit peu le territoire de l'anthropocène, et ça nous concerne, c'est-à-dire que ce n'est pas notre territoire, mais c'est bien celui dont nous sommes responsables. Suivant. Voilà, je continue parce que c'est juste des images pour faire rigoler. Ça, c'est le territoire de l'anthropocène. Alors, comment résumer l'anthropocène? Il y a des théoriciens qui disent finalement c'est très simple. L'anthropocène, la période dans laquelle nous sommes et dont nous devons être conscients quand nous travaillons, c'est transformer des ressources avec beaucoup d'énergie pour fabriquer des déchets. Tout ce que nous faisons, tout le système économique est basé sur cette règle-là. Ressources, extraction, déchets, c'est « next, please », c'est le principe même de l'ensemble de tous nos systèmes de fabrication, tous nos systèmes de production et de consommation. Ce qui est intéressant, c'est que de tout ce que je vous dis là, normalement, tout le monde est plus ou moins au courant. Simplement, si on fait un concentré et que vous pouvez lire dans la partie hubris, vous allez comprendre tous les liens qu'il y a. Et donc, la grande question, c'est qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, le problème, c'est que nous sommes non seulement la cause du problème, mais la cause du fait que nous ne trouvons pas de solution. Le problème actuel, c'est l'activité humaine et c'est l'inaction humaine. C'est le fait de faire et de ne pas faire. Nous, architectes, on a des possibilités pour agir au quotidien, dans nos métiers. Et j'ai essayé de les lister, qui sont un peu des enjeux, c'est un peu des questions que je me pose, ce n'est pas du tout des réponses toutes faites, mais la première, c'est la question du dimensionnement. Tout le temps, on dimensionne. Et si on dimensionne en faisant des choix qui sont en fait très, très politiques. Si on dimensionne un parking, le stationnement, il y aura plus ou moins de voitures pour les futurs habitants. Et donc là, on fait un choix politique. Si on dimensionne un logement, on fait un choix politique à dimensionner petit ou grand. Et cette consommation-là, toutes ces consommations, y compris tous les aspects réglementaires et normatifs, comme le confort, à quelle température doit-on vivre, au minimum, l'heure de pointe, il y a beaucoup de monde dans un métro, est-ce qu'on doit augmenter la capacité du métro ou est-ce qu'on doit se serrer un peu? Toutes ces questions-là, c'est une compétence que nous avons au quotidien dans nos métiers. Next, please. Deuxième aspect, le sol. On considère le sol beaucoup trop comme le foncier, c'est-à-dire la valeur et le coût, la charge que ce foncier a sur les bâtiments. Et donc, le sol, ce n'est pas que ça. Le sol, c'est beaucoup de services écosystémiques, c'est une capacité à absorber l'eau, c'est une capacité à faire pousser du vivant sur le sol, dans le sol, hors du sol. Toutes ces questions-là, elles ont un impact sur la capacité des êtres humains à non pas protéger le climat, mais à s'adapter au climat, aussi à protéger le climat, par la séquestration du CO2. Tout, aujourd'hui, dans nos villes, mais aussi dans les productions alimentaires, ont transformé l'utilité du sol et ce rapport du sol, qui est notre bien le plus précieux, à nous, architectes et urbanistes, en ressources que nous transformons avec de l'énergie pour fabriquer du déchet. Aujourd'hui, un sol agricole, c'est un déchet, c'est pour ça qu'on y met d'autres ressources dedans, des produits chimiques en général, qui permettent de pouvoir l'exploiter pour pouvoir cultiver, mais le sol est mort. Troisième aspect, la technophilie. Nous, on a beaucoup parlé de technique aujourd'hui. Il faut être très conscient de ce que c'est que la technique. Aujourd'hui, il faut quand même bien voir qu'une bonne partie des problèmes dont nous héritons sont liés à notre amour de la technique. On ne réfléchit plus qu'en réflexe infrastructurel. Pour celles et ceux qui connaissent la 3e correction du Rhône en Valais,
en fait, c'est corriger le fait qu'on a voulu mettre des digues, des barrages, des routes, des ponts, toutes ces choses qui empêchent le Rhône, quand il y a des crues, de partir de côté, etc. Cette nouvelle façon de faire, en fait, devrait être faite sur l'ensemble de la société, parce qu'aujourd'hui, cette technophilie, elle est un de nos problèmes principaux. Et surtout, c'est un problème de compréhension des mesures que nous devons prendre. Si on voit ici la différence qu'il y a entre une voiture thermique et une voiture électrique, l'impact écologique est tellement mineur, misérable, j'aurais envie de dire, que finalement l'enjeu n'est pas de savoir si on va défendre la mobilité individuelle motorisée, mais si on ne doit pas transformer la société pour passer à une mobilité collective. Si on continue de se battre pour ça, c'est qu'on n'a pas compris qu'on devait descendre de 96% notre impact CO2. Et la voiture, c'est un autre problème sur l'adaptation des villes au changement climatique. Ça, c'est une carte de Lausanne. On a regardé dans un quartier de fin du 19e, début du 20e siècle. L'emprise de la voiture sur l'ensemble des espaces ouverts, c'est 87%. Entre les routes, les accès aux parkings et les parkings, 87% du vide est confisqué par la voiture. Et ça, c'est une problématique qui est une problématique d'espace, une problématique spéciale. Il faut réduire la place de la voiture, et ça commence par la réduire dans nos têtes. Dans l'habitat, c'est la même chose. On est complètement, et on travaille tous les jours avec des ingénieurs, des thermiciens, des chauffagistes, des spécialistes en sanitaire, en électricité, etc. Et on a oublié de questionner notre rapport aux tuyaux. Nous vivons dans du flux en permanence, du flux d'eau chaude, d'eau froide, etc., des choses très banales qu'on considère comme normales. Est-ce que c'est normal d'avoir l'ensemble de ces techniques et de devoir inféoder l'architecture à une série de techniques qui fait qu'il ne reste plus de place pour l'architecture elle-même, alors qu'il y a de la place pour l'architecture? Autre problème dont on a un peu parlé ce matin, ça va, je suis dans les temps, c'est le problème que nous avons aujourd'hui avec l'ensemble du parc immobilier. On voit ici l'ensemble du parc immobilier par tranche d'âge et puis les consommations énergétiques par mètre carré pour le chauffage. Et ce qu'on voit, c'est qu'en fait, depuis quelques années, on construit très bien. Alors la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce qu'il faut continuer de faire toujours mieux ici pour une minorité de la population, ou est-ce qu'il faut arrêter de faire mieux pour se préoccuper du vrai problème, c'est-à-dire le parc immobilier? Et ça, c'est une vraie question, parce que si on dit qu'il n'y a pas de planète B, est-ce que réellement on va changer le monde et changer la Suisse et notre capacité à répondre aux questions écologiques en continuant d'exiger toujours plus pour que des gens payent toujours plus cher ici? Il faut plutôt généraliser cette transformation. Et ça pose une question que Leonardo Benevolo, en conclusion de l'histoire de la ville, pose, c'est, j'adore cette phrase, c'est en conclusion, donc la recherche de l'architecture se trouve confrontée à cette alternative, devenir un véritable service pour tous les usagers, ou cultiver le mirage d'un environnement toujours meilleur, réservé à une fraction toujours plus restreinte de la population mondiale. Et ça, j'ai trouvé cette image hier, comme ça, sur ArchDaily, au hasard. En gros, c'est est-ce qu'on doit continuer de se concentrer sur cet aspect-là ou est-ce qu'on ne doit pas juste essayer de considérer l'architecture comme un bien commun? C'est une question qui a été posée ce matin et moi qui me parle beaucoup. Un bien commun avant de rester quelque chose d'extrêmement performant pour une minorité toujours plus grande de la population. Et là, on fait beaucoup de politique en disant ça. On fait beaucoup de politique parce qu'évidemment que ça pose la question de 3 minutes. Ça pose la question de qui nous sommes, nous les architectes, nous les Suisses, les habitants de ce pays. Et je vous partage juste une réflexion, c'est que polluer, en fait, c'est très fun, hein, c'est très sympathique, parce que c'est l'expression d'un privilège. On pollue, donc on existe finalement, et il faut reconnaître que nous sommes aujourd'hui les privilégiés de cette planète, et que finalement, celles et ceux qui aujourd'hui sur Terre doivent faire le plus d'efforts, c'est nous. C'est nous-mêmes, et si on commence par nous-mêmes, en arrêtant de faire l'avion, mais en pensant de prendre l'avion, mais en pensant à notre quotidien d'architecte, eh bien, on se rendra compte que
on peut commencer à penser le monde différemment et penser notre métier différemment. C'est donc une question d'attitude, j'avance parce que ma foi, je n'aurai pas le temps, et donc de récit. Le récit, vous vous souvenez peut-être pour les francophones de cette phrase d'Emmanuel Macron qui voulait vendre la 5G, ce nouveau système de téléphonie mobile, et il disait « on n'est pas des Amish, je ne crois pas au modèle Amish ». Alors moi je me suis intéressé aux Amish. C'est un système, d'abord il y a beaucoup d'Amish qui ont émigré de Suisse pour partir aux États-Unis. Les Amish, ils ont un rapport à la société et au progrès qui est voulu démocratiquement. Ils ne sont pas contre la technologie, ils veulent la tester et ils testent le téléphone pendant 2 ans et ensuite ils choisissent ensemble s'ils vont adopter le téléphone. Ils ont testé l'électricité, ils ont testé le chauffage, ils ont testé la voiture et certains, mais pas tous, ont décidé d'abandonner la voiture ou de ne pas continuer avec la voiture et de revenir à la calèche, mais certains ont accepté la voiture et ça crée des communautés amish très différentes. Donc Emmanuel Macron, quand il dit ça, il veut lancer ici un discrédit sur une communauté, alors qu'en fait elle est très diverse et très variable, alors qu'en fait le modèle, il est peut-être ici, et il n'est peut-être pas le modèle que Emmanuel Macron a dans sa tête, ou de façon implicitement que nous avons tous dans notre tête. Celui-là, ce modèle qui est quand même fait de beauté, une beauté parfaite, une beauté telle que, ou en tout cas les attributs de la beauté, mais avec tout un imaginaire et tout un récit, aujourd'hui qu'il faut abandonner. Et nous avons entre nos mains les clés pour inventer un nouveau récit, parce que le projet, c'est le récit. Aujourd'hui, nous, architectes, faisons de l'écologie parce que oikos et logos, c'est la même chose que de l'architecture, mais surtout le récit et s'inventer un nouveau monde, c'est notre travail d'architecte. C'est pourquoi on a besoin d'architectes et on a besoin de projets qui changent la planète. On a aussi besoin de maîtres d'ouvrage, de personnalités, pour éviter de se retrouver dans une situation où la question qui s'est posée en 1973 est toujours plus d'actualité. Est-ce que l'architecture nous sauvera de la mort de la civilisation? C'est la question que René Dumont posait. Aujourd'hui, si on se réfère aux courbes du rapport Meadows, on peut se dire qu'il est effectivement très urgent de réduire de 96% nos émissions de gaz à effet de serre et notre impact sur la planète.